Bonjour tout le monde. Bonjour à partir du Togo. Alors, je suis Boum Mawena, je suis le promoteur de HUP Togo et dont je suis président en exercice. Et je suis également le secrétaire permanent du Comité national anti-drogue, qui est la structure qui coordonne la réduction de la demande de drogue au Togo. Et c'est la structure qui, effectivement, abrite HUP Togo. Et donc, nous sommes très honorés de vous savoir très nombreux connectés à notre deuxième webinaire intitulé « Fournir aux communautés les moyens pour faire face aux problèmes de consommation de substances psychoactives dans nos communautés à travers des initiatives novatrices ». Et donc, ce webinaire va être animé par des experts professionnels qui travaillent dans le domaine de la prévention au niveau communautaire et bientôt ma collègue va les présenter à vous. Mais permettez-moi avant de commencer, avant toute chose, de remercier HUP Global pour le travail formidable avec toute l'équipe qui travaille à ce que cette communauté de professionnels au niveau international puisse se réunir, partager des bonnes pratiques en matière de réduction de la demande de drogue. Vraiment, ils font un travail fantastique et c'est le lieu de leur dire un grand merci. Également, je voudrais dire aussi à notre cher papa tous et notre partenaire ANEL, du département d'État américain, pour l'appui multiforme qu'ils apportent au pays, qu'ils apportent aussi à HUP Global pour le travail que nous faisons. Et donc, vraiment, nous sommes très honorés pour cette opportunité qui nous est offerte, en tout cas, de partager quelques bonnes pratiques en matière d'initiatives communautaires que le Togo est en train de mettre en œuvre. C'est le lieu également de remercier le gouvernement togolais pour la volonté politique, mais aussi pour tous les efforts qu'il déploie afin que ce problème-là soit vraiment jugulé. Et donc, sans plus tarder, je voudrais vraiment vous souhaiter une très bonne écoute pour ce webinaire. Je vous invite vraiment à poser des questions à la fin de ce webinaire. Et un des objectifs que nous visons, c'est vraiment de partager quelques bonnes pratiques et quelques initiatives qui sont en cours de mise en œuvre dans notre pays, le Togo. Donc, je veux remercier et tout de suite, permettez-moi de vous présenter Dr Tchonda Raissa, qui est le chargé de programme en milieu scolaire, de programme de prévention en milieu scolaire. Elle est la modératrice de ce webinaire. Dr Tchonda, vous avez la parole. Merci. Votre micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Merci, Monsieur Boum. Merci à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire du chapitre Togo. Merci à Madame Olivier et puis Monsieur Randolph. Sans plus tarder, le plan de notre webinaire de ce soir porte sur deux. Délégué chargé de développement territorial. Donc, Monsieur Sadat, je vous donne la parole pour votre communication. Merci. Merci beaucoup, Madame Tchonda. Et merci au président de HUP Togo et HUP International. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je crois que M. Boum a déjà remercié tout le monde. Madame Tchonda est venue réitérer. Elle a déjà également fait la présentation. Je ne pense pas que je vais encore me présenter, mais je vais peut-être aller directement à ma communication. Mais avant toute chose, je voudrais réitérer quand même mes remerciements à HUP Togo, également à HUP International, pour tout ce qu'il fait pour la promotion de la prévention de l'usage dans les communautés au Togo. Je n'oublie pas quand même le Comité national anti-drogue qui accompagne les coalitions au Togo
pour promouvoir la prévention au niveau des communautés respectives. Comme Madame la modératrice vient de le dire, je vais nous entretenir sur la prévention de l'usage des substances psychoactives au Togo et parler de l'approche des coalitions communautaires que nous sommes en train d'implémenter au Togo. Et le plan de notre présentation se présente comme suit, si vous permettez la tautologie. Nous allons au prime abord parler du contexte de l'usage des substances psychoactives dans les communautés cibles. Ensuite, nous aborderons l'approche proprement dite de prévention et de lutte contre la drogue dans les communautés. Et nous donnerons en quelque sorte un aperçu sur les activités menées par l'une des coalitions au Togo qui constitue en quelque sorte une coalition pilote. Et en dernière position, nous allons parler des défis pour les coalitions et pour les communes. En ce qui concerne le contexte de l'usage des substances psychoactives dans les communautés, comme vous le savez, depuis très longtemps, la prévention et la lutte contre la drogue est beaucoup basée plus sur la répression. Lorsqu'on arrête un consommateur de drogue, il est emprisonné. C'est vrai, cela a vraiment permis de réduire d'une manière ou d'une autre l'usage de drogue. Mais il faut reconnaître que ça a connu également des limites. Et nous avons constaté que malgré cette répression, l'usage des substances a pris de l'ampleur. Et ce sont les jeunes et adolescents qui sont plus vulnérables et qui vivent dans les communautés respectives. C'est à l'issue de cette observation qu'une étude pilote a été menée en vue d'avoir une idée vraiment claire de ce qui se passe au sein des communautés pour pouvoir mener des actions concrètes en matière de prévention de l'usage dans les communautés. Et à l'issue de cette étude, il a été déterminé quelques facteurs qui favorisent l'accès, sinon la consommation de ces substances. Il s'agit notamment de la curiosité des jeunes, puisque c'est les adolescents et jeunes. Ils sont slides. Il s'agit des adolescents et jeunes qui sont plus vulnérables. Et s'il vous plaît, Madame Tchonda, je n'arrive pas à voir ma communication. Comment? C'est disparu de votre écran? Oui. Il y a un petit souci technique. Monsieur Baum. S'il vous plaît, Monsieur Baum. Permettez quand même aux participants de voir les slides. C'est vrai que je peux parler, mais il faudrait quand même leur permettre d'accéder aux slides. I don't know if Olivia is online. Yes. What's the problem? Les participants arrivent à voir l'écran. Est-ce que toi, tu arrives à avancer ton slide là? Je n'arrive pas à voir mon écran. En fait. Olivia, can you allow me to present my communication, please? Yes, we can see your slides. I will stop your screening and your sharing, and then I will send you the message again. Okay, okay. And if you click share my screen, we should be able to see it. So, okay, yes. Tout le monde arrive à voir, j'espère. Donc, j'étais en train de citer en quelque sorte les quelques facteurs qui favorisent la consommation des substances psychoactives dans les communautés. Et comme je le disais, qu'il y avait au préalable une étude pilote, elle a été adressée à une population
de 496 personnes qui constituent en quelque sorte l'échantillon concerné par l'étude. Et elle a porté essentiellement sur les sujets âgés de 12 à 24 ans. Et les résultats ont permis, bien sûr, de constater que la consommation de l'alcool est prédominante dans les communautés. Elle est suivie de la consommation du tabac et d'autres drogues, notamment le cannabis, le tramadol et la cocaïne. C'est vrai que la cocaïne, elle est consommée à un taux vraiment très faible parce que l'accès à cette substance est très difficile. Mais c'est le cannabis qui est vraiment la substance la plus utilisée, qui est suivie après par le tramadol. En ce qui concerne l'approche proprement dite, c'est une approche qui est développée par une ONG américaine dénommée 4K, Coalition Antidrogue des Communautés d'Amérique. Et elle a été facilitée par le secrétaire permanent adjoint qui a introduit bien sûr la modératrice à l'issue de son séjour aux États-Unis, et il a bien voulu qu'on implémente cette approche au niveau du Togo. Et 4K a facilité cela en mettant en place en 2017 deux coalitions pilotes dans les communautés d'Agbalépé-Dougan et de Kélégougan. Et l'objectif, c'est de mettre en place, au-delà, l'approche, c'est de mettre en place les coalitions, mais la mission est de prévenir l'usage des substances dans les communautés à travers le diagnostic, la planification, le renforcement des capacités, la mise en œuvre et l'évaluation. Ce schéma vous présente en quelque sorte comment l'approche fonctionne. Comme je le disais, le diagnostic consiste à faire une collecte de données relatives à la problématique de l'usage de drogue pour pouvoir déterminer quel type de drogue est consommé dans la communauté, qui sont ceux qui les consomment, comment ils les consomment, où est-ce qu'ils les consomment, ainsi de suite. Et lorsque cela a été fait, ça permet donc de prévoir des actions précises sur les différents types pour pouvoir vraiment prévenir l'usage dans les communautés respectives. Et en ce qui concerne le renforcement des capacités, 4K a facilité le renforcement des capacités des acteurs de ces communautés, de ces coalitions pilotes, et il les a formés pendant 2 ans sur 12 modules. Le temps ne nous permet quand même pas d'aller plus en détail dans ces différents modules, mais j'avoue que ces différents modules ont permis aux membres des coalitions d'être outillés pour pouvoir prendre en compte la problématique de l'usage des substances dans leurs communautés respectives. Lorsqu'ils reçoivent bien sûr les formations, à travers ce qu'ils ont acquis comme compétences, ils élaborent des plans stratégiques leur permettant de mettre en œuvre les stratégies de prévention dans les différentes communautés. Et cela a quand même permis de réduire d'une manière ou d'une autre le taux de consommation dans les différentes communautés. Aujourd'hui au Togo, nous disposons de 7 coalitions, notamment dans les quartiers d'Agbalépé-Dougan, Kélégougan, qui sont des quartiers pilotes. Ensuite, nous avons suivi avec la mise en place dans les quartiers d'Agonivé, Baguida, Bé, Didiolé et Zanguera. Et aujourd'hui, nous parlons des communes. Ces coalitions se situent dans différentes communes respectives. Vous verrez qu'au niveau de la commune de Golfe 5, nous avons deux coalitions, notamment Agbalépé-Dougan et Kélégougan. C'est par rapport à l'étendue de cette commune que le choix de mettre en place deux coalitions a été fait. J'avoue que je ne vois toujours pas mon écran, mais je suis en train de faire un effort pour pouvoir avancer. Je ne sais pas si les participants sont au même niveau que moi. Je voudrais commencer par
la présentation de l'étude de cas. Je ne sais pas, Madame la modératrice, l'écran que vous avez sur votre, ou bien le slide que vous avez sur votre écran porte sur l'étude des cas de la coalition. Si oui, je vais avancer. OK. Ça porte sur l'étude de cas. Donc, OK, merci. Tu peux avancer. D'accord, merci. Et maintenant, il faut quand même que nous décrivons en quelque sorte la communauté pilote ou bien la coalition pilote. La coalition pilote qui est Zanguera. Donc, Zanguera est le chef-lieu de la commune Agoy-Nivé 5 qui se situe bien sûr dans la préfecture d'Agoy-Nivé et qui est à 19 km de la capitale du Togo avec une superficie de 22 km². Il est limité au sud par la commune Golfe 7, au nord par celle de Zio 2, à l'est par les communes d'Agoy-Nivé 2 et Agoy-Nivé 3 et à l'ouest par AV2. Il compte environ 40 000 habitants selon le recensement général de la population qui a lieu en 2010. Maintenant, pourquoi nous avons choisi de mettre en œuvre l'approche au niveau du canton, sinon de la commune de Golfe 5, notamment à Zanguera? C'est parce que, comme vous le savez, Zanguera est une banlieue de Lomé qui est frontalière avec le Ghana et qui accueille d'étrangers dont la plupart sont des consommateurs de drogue. Et les investigations également ont permis de constater qu'il existe plusieurs lieux de consommation que nous appelons des ghettos au niveau de la commune de Golfe 5. Et également la récurrence des braquages et autres ont permis quand même de porter le choix sur cette commune pour pouvoir implémenter l'approche. Au début de l'implémentation, de la mise en place de la coalition, nous avons commencé avec 22 membres, mais de nos jours, la coalition compte au total 132 membres avec 67 qui sont très actifs et qui participent à toutes les activités de la coalition. Ils sont issus de 12 secteurs que nous vous donnerons, nous vous citerons bien sûr dans nos prochains slides et ils ont mis en place des différents comités pour pouvoir mener à bien leur mission. En ce qui concerne les 12 secteurs dont nous parlons, peut-être que les gens ne comprennent pas, mais nous allons prendre un peu de temps pour pouvoir vous expliquer. C'est des représentants de ces secteurs qui composent la coalition. Et ces secteurs sont notamment les structures étatiques qui se situent sur le territoire communal de la coalition. Également, les organisations de lutte contre la consommation de drogue, les parents, les hommes d'affaires, le secteur éducatif, les professionnels de santé, ainsi de suite. Ce sont tous ces acteurs qui viennent de ces différentes entités qui composent la coalition. Et à l'issue de la mise en place de la coalition et après avoir reçu bien sûr la formation sur les différents modules, le premier module leur a permis de faire un diagnostic de leur communauté pour pouvoir déterminer les différents types de drogues consommées, où est-ce qu'ils les consomment. Et cela a été fait en 3 étapes, notamment avec la préparation des réunions avec les leaders communautaires, les chefs cantons, les chefs villages, tous les acteurs de la commune ont été impliqués dans ce diagnostic. La préparation a été suivie de la collecte de données qui a permis d'avoir une idée claire sur la consommation de drogue et inscrit dans un document rapport bilan du diagnostic de leur communauté. Ici, vous avez les photos, les images au moment du processus d'élaboration du diagnostic communautaire. Et à l'issue du diagnostic, ils ont pu déterminer les différents types de drogues qui sont consommées et ils ont formulé en quelque sorte et ils ont
formuler en quelque sorte un modèle logique en définissant leurs problèmes, les causes fondamentales, les conditions locales, ainsi de suite, et avec des différentes stratégies pour pouvoir mettre en œuvre cette approche. Et lorsque nous prenons, par exemple, l'énoncé du problème qui est la consommation du cannabis chez les jeunes et adolescents âgés de 12 à 24 ans, ils ont pris une cause fondamentale qui est l'accès facile. De cette cause fondamentale, ils ont pu déterminer deux conditions locales. Et de ces deux conditions locales, ils ont retenu une pour pouvoir mettre en œuvre à travers les stratégies compréhensives de prévention de l'usage dans leurs différentes communautés. Le temps ne nous permet quand même pas d'aller plus en détail, mais c'est pour quand même vous faire comprendre qu'il y a un travail qui est fait en amont pour pouvoir atteindre les objectifs. Et ici, il s'agit donc des photos des différentes stratégies mises en œuvre au niveau de la communauté. Nous allons citer quelques-unes des réalisations. Il s'agit, les activités ont permis d'accueillir l'adhésion et le soutien des autorités locales traditionnelles et religieuses aux initiatives locales. Également, il y a une étroite collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité afin de pouvoir les aider à démanteler les réseaux de trafiquants et dissuader les consommateurs. Ils ont également confectionné des t-shirts à l'effigie de la coalition pour pouvoir sensibiliser les gens à travers ces supports. Maintenant, les défis sont énormes, mais nous avons essayé de retenir quelques-uns pour pouvoir permettre aux coalitions, sinon aux communes, aux acteurs communaux de s'approprier donc l'approche pour une action collective. Nous avons également retenu comme un des défis la recherche des partenaires techniques pour pouvoir financer les plans d'action des différentes coalitions et également les soutenir dans la mise en œuvre des stratégies basées sur l'environnement. Et enfin, c'est la collaboration avec les exécutifs communaux pour la prise des actes leur permettant de réglementer vraiment le truc au niveau des différentes communautés. J'ai été beaucoup plus long. Je voudrais m'arrêter ici pour permettre à mon collègue de faire sa présentation et après nous allons revenir recueillir vos différentes questions. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur Sadat. Merci pour cette présentation pleine de bonnes informations pour l'avenir de la prévention au Togo. Monsieur Sadat a fait une présentation qui porte sur l'approche communautaire, une approche pilote au Togo initiée par la coalition américaine 4K. Maintenant, nous allons passer à la deuxième communication qui porte sur les initiatives innovantes de prévention de l'usage de substances psychoactives et de problèmes de santé comportementale dans la communauté de Baie, Pota-Kolas. Cette seconde présentation sera animée par M. Atoto Kodjo. Il est aussi sociologue de formation et passionné du bien-être holistique de l'être humain en général, des enfants et des jeunes en particulier. Il est le coordonnateur depuis 2019 du Centre de développement des enfants et des jeunes dans la communauté de Baie, Pota-Kolas. Monsieur Atoto, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Merci à Sadat, merci au haut cadre de cette lutte contre la consommation des substances psychoactives. Nous allons suivre ici ce que nous faisons au niveau du CDJ La Résurrection pour limiter l'usage de ces substances psychoactives et également les problèmes de santé comportementale qui sont constatés dans notre communauté. Donc, si vous nous recevez? Vous nous recevez?
Hello? On est ensemble? We can see your presentation. You just need to put full screen. On vous reçoit très bien. Allez-y, monsieur Atto. Merci beaucoup. Et donc, pour cette présentation, nous allons dans un premier temps découvrir ce qu'est CDEJ la résurrection. Nous allons parler un peu de notre communauté. Ensuite, les différentes activités de prévention que nous mettons en œuvre contre l'usage de ces substances psychoactives dans notre communauté. Merci beaucoup pour votre attention. Nous évoluons pour le CDEJ la résurrection. Il faut noter que nous sommes un centre d'accueil non résident œuvrant pour le développement holistique des enfants et des jeunes. C'est-à-dire que nous travaillons pour le développement physique, la croissance, tout ce qu'il faut pour que l'enfant ou le jeune croisse. Nous travaillons pour leur développement cognitif, socio-émotionnel. Et donc, qui sont nos cibles réellement? Je parlais d'enfants, mais à côté, nous avons ce que nous appelons unité mère-enfant. Les unités mère-enfant, il s'agit donc là d'une intervention qui nous permet de travailler avec les femmes enceintes. Non seulement de limiter les mortalités maternelles, mais de commencer par travailler avec ces femmes sur les questions essentielles de la prise de ces substances psychoactives afin qu'elles puissent non seulement elles-mêmes se mettre à l'abri, mais pouvoir éduquer leurs enfants. Donc, en dehors de ces unités mère-enfant, nous travaillons avec les enfants et les jeunes. Et actuellement, nous avons 15 unités mère-enfant qui sont dans le programme. À notre niveau, nous avons 267 enfants et jeunes avec qui nous travaillons. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce qu'est CDEJ la résurrection. La communauté. Notre communauté, nous sommes dans la commune Golfe 1 et notre communauté s'installe sur une superficie de 56 km² et avec une population environ 13 600. Maintenant, y a-t-il des facteurs de vulnérabilité? Oui, il y en a plein, mais en lien avec le sujet du jour, nous avons à noter qu'il y a l'existence de ghettos et de vente de substances illicites, c'est-à-dire que la drogue. Et donc, nous allons peut-être revenir en détail sur ces sujets, mais il faut noter que ces ghettos ont été détruits par la construction d'un ouvrage public. Donc, quand leurs lieux ont été détruits, donc ces usagers ont intégré la communauté et donc ils ont loué donc les établissements constitués de leur lieu de trafic. Donc, il faut noter également que dans la communauté, il y a insuffisance d'infrastructures culturelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre pouvant permettre aux jeunes d'être bien occupés et outillés. Donc, quand il n'y a rien de tout ça là, vous voyez que les jeunes s'abandonnent facilement à la consommation de ces substances. L'autre élément clé qui est un facteur majeur, c'est la pauvreté. Donc, cette pauvreté a vraiment prédisposé la communauté à cette situation. Donc, nous allons, et peut-être je vais mettre ma présentation en mode diapo pour vous permettre de bien me suivre. Donc, il faut noter que dans notre communauté, comme Sadat le disait, le tabac, l'alcool, le cannabis également sont consommés. Mais ici, chez nous, la particularité, c'est l'alcool qui est le plus consommé. Les jeunes sont beaucoup orientés au niveau de l'alcool, les parents également. Et donc, les usagers qui étaient dans les ghettos, quand les ghettos étaient détruits, ils se sont installés dans la communauté. Donc, ils ont introduit les cannabis, tout ça là. Et nous pouvons dire que il y a les ghettos comme TP3 à Corée-Sewa, Katanga, qui sont vraiment réputés dans le trafic de ces substances psychoactives. Et donc, tous ces points constituent des hauts risques pour les ados et les jeunes de notre communauté. Et nous voulons également préciser que ces substances-là, actuellement, sont transformées en toffee, c'est-à-dire que c'est des bonbons que les jeunes sucent, les ados sucent. Il y en a qui le savent bien, il y en a qui ne le savent pas. Et il y en a qui le mettent dans des jus bissap. Et ces produits-là sont vendus secrètement dans les établissements scolaires. Donc, voilà de façon précise
la réalité dans notre communauté de Adékouta Kolas. Pour aller, nous allons vous présenter un peu les étapes de notre approche. On ne se lève pas pour le faire, mais nous démarrons tout par le diagnostic communautaire. Donc, le diagnostic communautaire nous amène à nous poser les vraies questions pour arriver à découvrir les vraies causes. Donc, ça, nous ne le faisons pas seuls, mais c'est une activité qui est conduite par le chef du quartier, le comité du développement du quartier, le CDQ. Il y a les établissements scolaires, il y a les parents, il y a les jeunes même qui font partie de ces travaux. Et nous évoluons afin d'arriver à un plan d'action. Donc, actuellement, nous sommes en train de mettre en œuvre le plan d'action qui était issu donc, de ce diagnostic communautaire. Bon, en évoluant, nous avons commencé d'abord par mobiliser le partenariat stratégique au plan communautaire, c'est-à-dire que ceux qui doivent nous aider afin que nous puissions vraiment arriver à trouver une bonne voie de sortie de ce problème. Donc, dans ça, nous avons les chefs. Par exemple, dans l'image que nous voyons, il y a le chef du canton et il y a le chef du quartier également, avec le pasteur qui est à côté, pour que la situation puisse commencer vraiment mieux. Et en évoluant, nous avons eu le partenariat avec CNAD, Comité national antidrogue, qui nous accompagne dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a les établissements scolaires pour les équipes de veille dans les établissements scolaires. Et il faut dire que ces équipes de veille, c'est une initiative pilote que nous sommes en train de mettre en œuvre par le soutien et l'appui technique du Comité national antidrogue. En dehors des églises et les établissements scolaires, nous travaillons avec 39 églises dans la communauté. Et ces églises ont pour rôle de relayer les informations, c'est-à-dire que nous les invitons pour des ateliers de travail, des formations, et donc dans leurs églises, ils relaient les informations. Donc voilà ce que nous faisons avec les églises. Donc, en dehors de ce que nous faisons avec les établissements scolaires, CNAD et les églises, nous travaillons également avec un comité que nous appelons organe fédérateur de protection des enfants et des jeunes. C'est-à-dire c'est un organe qui est chargé de veiller à la protection des enfants et des jeunes. Et parlant de la protection des enfants et des jeunes, il y a le facteur consommation des substances psychoactives. Donc, quand il y a un cas, le chef fait partie du comité, il y a le pasteur, il y a le président CDQ, il y a également les établissements qui sont dedans. Donc, ils signalent et afin que nous puissions vraiment gérer au mieux la situation. Et il y a à côté également un conseil consultatif des jeunes. Les jeunes également ont leur conseil. Ils sont vraiment très actifs dans le secteur. Et donc, là, je parlais de l'installation des équipes de veille. Voilà une image qui illustre l'un de nos ateliers de formation où nous avons le secrétaire permanent adjoint de CNAD en train de communiquer avec les jeunes. Et là, à cet atelier, nous avons les enseignants qui accompagnent les équipes de veille. Nous avons les majors généraux qui sont là. Donc, ils constituent le noyau de ces équipes dans leurs établissements. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait pour aider ces équipes de veille dans leurs travaux? Nous les avons dotés des dépliants, et bien sûr, dans la stratégie de CNAD, des t-shirts, des gilets de sensibilisation, des vidéos, des planches pour leur permettre de communiquer au mieux avec leurs cibles. Il faut préciser également, je reviens un peu en arrière, il faut préciser que ces équipes de veille sont autonomes. Ils travaillent, ils nous rendent compte. Ils travaillent, ils nous rendent compte. Ils ne sont pas liés forcément à nous, mais nous les accompagnons dans la mise en œuvre de leur plan. Donc, nous avons également cette stratégie qui est d'occuper les jeunes. C'est-à-dire que quand un jeune est laissé pour compte, ce jeune peut facilement intégrer ces groupes de consommation de substances psychoactives. Donc, nous les mettons en apprentissage une fois que le jeune est déscolarisé, il est mis en apprentissage
Et en fin de formation, nous faisons tout pour qu'ils soient occupés et installés afin qu'ils ne soient pas vraiment traînés dans ces clubs de consommation de substances psychoactives. Et donc, ici, où nous avions parlé des unités mère-enfant. Voilà, ces dames que nous voyons, c'est des dames qui sont dans le programme. Et donc, nous les recevons quand déjà la grossesse est enregistrée et jusqu'à la naissance, nous les accompagnons. Donc, les femmes elles-mêmes sont accompagnées à 2 ans et après l'enfant reste dans le programme, nous l'accompagnons jusqu'à la fin. Tout ça là pour que l'éducation soit donnée et même ces femmes sont visitées dans leur maison. Et c'est des femmes qui vivent dans des endroits où ces consommateurs de substances psychoactives sont là. Donc, elles sont influencées. Donc, nous aussi, nous faisons les visites pour les outiller en information afin qu'elles puissent vraiment non seulement se protéger, mais protéger leurs enfants. Voilà. Nous voudrions également préciser que l'analphabétisme est un facteur également clé qui contribue à l'échec de ce que nous faisons, ce qui a fait que nous avons mis en place un centre d'alphabétisation des adultes. Et il y a des jeunes également qui ont été déscolarisés, ils ont terminé leur apprentissage, mais ils ont besoin quand même d'être renforcés. Donc, ils font partie. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons à travers ce centre d'alphabétisation? Ces dames sont outillées, elles sont formées. Donc, elles constituent des points de relais dans leur communauté, c'est-à-dire que dans leur quartier, dans la maison, ils constituent des points de relais pour les différentes informations que nous leur donnons au sujet de ces substances psychoactives. Donc, nous notons également que quand la maison ne va pas bien, il y a trop de stress, de soucis, les enfants sont laissés, les jeunes sont laissés, il y a des problèmes. Donc, nous les accompagnons également avec des kits alimentaires. Donc, ces kits alimentaires qui contribuent à soulager les difficultés financières des ménages et ensuite, les enfants trouvent un soulagement. Donc, ils ne sont pas assez abandonnés aux substances psychoactives. Voilà. Donc, en dehors de ça, il y a aussi un fléau dans la communauté, c'est qu'il y a beaucoup de sans-pièces. Vous voyez, des enfants qui sont nés, on ne leur a pas fait d'acte de naissance, des parents même sans pièce de naissance. Ce qui fait que tout ça là contribue à l'insécurité. Et donc, nous avons dit non, il va falloir qu'on travaille pour changer et en partenariat avec les intervenants qui nous accompagnent, notamment le ministère de l'Action sociale et le tribunal, nous avons pu délivrer de pièces de naissance à 78 enfants et 297 adultes. Donc, ce travail a été fait et nous sommes sûrs que ça va vraiment aider et cela est en train d'aider. Et j'avais parlé du conseil consultatif des jeunes. Et qu'est-ce que nous faisons avec ces jeunes? Les jeunes sont formés sur comment prendre soin de leur cerveau et se protéger des substances psychoactives. Ils ont été formés, mais il y a une équipe qui a été formée sur la technique de tenue de séances de groupe de parole. Donc, ces pairs entretiennent leurs camarades sur les sujets et ils s'expriment. Et donc, nous sommes juste là pour les accompagner. Et donc, l'histoire qu'entre les jeunes eux-mêmes, ils s'écoutent au mieux, ils se comprennent au mieux. Donc, cela nous permet de toucher les vrais problèmes et de les amener à un changement de comportement. Donc, nous voudrions également préciser qu'avec ces jeunes, il y a l'activité sportive que nous faisons. Les activités sportives nous aident à les regrouper autour d'une activité qui crée le divertissement, qui crée la joie, afin qu'ils n'aillent pas chercher de la joie dans ces substances psychoactives. Donc, dans les défis que nous avons, nous voudrions également préciser qu'il y a des cas où c'est la maman qui est là. C'est-à-dire que les cas de famille monoparentale. Donc, ces cas constituent des problèmes majeurs. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous travaillons à ce que
ces cas-là soient accompagnés. Et c'est pourquoi le CNAD, à nos côtés, nous permet également non seulement de prendre en charge le jeune, mais d'accompagner la maman ou le papa qui s'est déjà abandonné à l'alcool ou bien au cannabis parce qu'il y a des problèmes partout. Voilà. L'autre, c'est qu'il n'y a pas de cadre culturel qui permet aux jeunes vraiment d'être pris, occupés dans un espace de travail. Donc, nous sommes en train de travailler pour que ce joyau que vous voyez là soit une réalité. Et nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de tous ceux qui veulent investir pour que la jeunesse de Pota Colas soit vraiment équipée avec ce centre que nous appelons la maison d'écoute de développement des ados jeunes et femmes. Et donc, cela va permettre également d'avoir une bibliothèque, un espace de travail de jeu. Je pense que tout cela va limiter l'intégration de nos jeunes dans ces clubs de consommation de substances psychoactives. Donc, je pense que pour couper court, les questions vont nous permettre de détailler d'autres informations. Je voudrais vous dire merci pour votre attention. Merci, M. Atoto, pour la présentation. Merci. M. Atoto a fait une brève présentation du centre que dirige la résurrection de Pota Colas. Il a également donné un aperçu général des différentes activités qu'ils mènent dans leur centre pour lutter contre la consommation des substances et la prise en charge des enfants pour qu'ils ne tombent pas dedans. Ils ont également initié un centre d'écoute pour les mamans qui sont vulnérables afin de traiter le problème à la racine. Nous disons merci à M. Atoto. Merci, madame. Maintenant, nous ouvrons la série des questions. Il y a déjà une question qui nous vient de la Côte d'Ivoire de Mme Lassina Tal. Elle félicite les communicateurs d'abord et puis elle pose la question de savoir comment les sociétés civiles de la Côte d'Ivoire, c'est adressé à M. Sadat, les sociétés civiles de la Côte d'Ivoire peuvent-elles bénéficier de la formation de 4K? C'est la question de Madame, bien Monsieur Lassina Tal de la Côte d'Ivoire. Ok, je réponds Monsieur directement Sadat, à les questions d'abord. oui, que vous allez répondre directement parce que pour le moment, c'est la seule question. Les autres, je suis en train de les... D'accord, merci beaucoup à notre ami de la Côte d'Ivoire qui a, je crois, c'est un monsieur Tal que je connais très bien. Nous avons eu la chance de vous côtoyer un peu dans les ateliers internationaux. Et en ce qui concerne 4K, il faut dire que c'est une organisation américaine qui est présente dans plusieurs pays, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, elle n'est que au Togo et au Sénégal. Maintenant, pour pouvoir bénéficier peut-être d'un partenariat, c'est d'écrire directement au 4K, d'aller sur leur site. Ils ont leur adresse que les gens peuvent directement accéder, leur écrire et voir dans quelle mesure ils peuvent travailler avec eux. Ou peut-être se référer au comité national de lutte contre la drogue de leur pays pour voir dans quelle mesure, en ce moment, ça sera entre institutions. Donc, l'institution chargée de lutte contre la drogue au niveau du pays pourra entrer en contact avec, bien sûr, l'organisation américaine pour pouvoir le faire à leur niveau. C'est ce que je peux donner comme information. Merci. Merci, Monsieur Sadat. J'espère que Monsieur Lassina Tal a eu réponse à sa question. S'il y a encore des inquiétudes, qu'il n'hésite pas à revenir. Il y a une question à adresser à Monsieur Atoto. C'est toujours Monsieur Lassina Tal. Il dit, s'agit-il de l'approche des normes standards de la prévention basée sur des données probantes en ce qui concerne sa présentation?
Oui. Monsieur Atoto. Oui, je n'ai pas bien suivi la question. Si vous pouvez nous le reprendre, s'il vous plaît. OK. La question est celle-ci. S'agit-il de l'approche des normes standards de la prévention basée sur les données probantes en ce qui concerne votre présentation? Merci beaucoup. Dans notre intervention, nous travaillons sur le problème. Nous travaillons sur le problème. Quand il parle des normes standards, je pense que puisque nous avons CNAD à nos côtés, ce que nous sommes en train de faire, je pense qu'il y a déjà la norme. Mais nous intervenons sur le problème et pas de façon individuelle, mais nous mobilisons les acteurs communautaires et c'est ensemble avec ces acteurs que nous travaillons. C'est-à-dire que développement participatif, donc c'est dans cette approche que nous sommes. On va ajouter quelques éléments à cette question-là. Oui, merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais dire merci à Monsieur Lassina pour l'intérêt de ce webinaire. Alors, oui, c'est vrai que l'approche communautaire, c'est une approche basée sur les données probantes. Et ce que je voulais montrer ici, c'est de montrer les différentes initiatives qui mobilisent différents secteurs de la communauté pour prévenir de la consommation. Et si vous regardez très bien les standards et les normes internationaux, vous allez remarquer que c'est ce que les standards recommandent, que tous les secteurs de la communauté puissent être mobilisés et apporter leur contribution dans la résolution de problèmes. Et ce que vous pouvez trouver ici comme des activités innovantes, si vous pouvez bien le constater, c'est qu'il y a une activité qui implique les femmes. Il y a une activité qui implique les femmes et les enfants. Donc, je crois qu'on s'occupe du développement des enfants, leur éducation. Donc, tout ça là, c'est de créer un environnement qui permet aux enfants de bien se développer, aussi de veiller à ce que les étapes de développement des enfants se fasse très bien, sans lacune, pour qu'ils ne tombent pas dans la consommation de drogue. Et quand vous regardez bien les standards, c'est ce qu'on recommande. C'est ce que la prévention, la science de la prévention recommande. Donc, c'est pour ça que nous voulons partager ces différentes initiatives dans ces communautés. Et il faut dire que c'est juste quelques communautés. Donc, parce que l'État, le gouvernement est en train de prévoir étendre ces approches dans les autres communautés du Togo. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bon. Je précise qu'il est le président de ISUP Togo. Là, il y a une autre question sur les facteurs de vulnérabilité. Comment agir sur les facteurs de vulnérabilité? C'est de Monsieur Bouraïma Zakaria du Togo, je pense. Je pense que ça s'adresse à Monsieur Sadat sur les facteurs de vulnérabilité. Oui, merci beaucoup, Madame. Comment agir sur les facteurs de vulnérabilité? Oui, merci, j'ai bien suivi la question. Et comme je le disais, le temps ne nous permettait pas d'aller beaucoup plus dans les détails. Et au niveau de cette stratégie que nous avons donnée, que nous sommes en train de mettre en œuvre, il y a les 4 qui sont basés sur, les 3 premières sont basées sur les individus et les 4 autres sont basés sur l'environnement. Et c'est au niveau de ces facteurs, de cette stratégie que nous pouvons agir sur ces facteurs de vulnérabilité en mettant en œuvre des stratégies beaucoup plus adaptées pour pouvoir mener à bout l'action que nous entreprenons au niveau des communautés respectives. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question, sinon je suis là pour donner peut-être beaucoup plus de détails par rapport à ça. S'il n'est pas satisfait, bien sûr. OK. Si je peux ajouter. OK, s'il revient, on va vous tenir informé. D'accord. Oui. Quelqu'un veut parler? OK. Il y a une question qui s'adresse à Monsieur Sadat, toujours. C'est de Monsieur Iliam Ouro Loan.
Il félicite les présentateurs et puis il veut savoir, y a-t-il des lois qui réprimandent les consommations en fonction du degré de consommation? Le degré de consommation pour dissuader les jeunes à la consommation. Merci beaucoup à Madame pour la question. Effectivement, comme dans tous les pays, au Togo également, il existe une loi qui d'abord se penche sur le contrôle des drogues, qui englobe bien sûr et le trafic et la consommation. Donc, il y a une loi qui réprimande et c'est, je crois, celle, je parle bien sûr sous le contrôle du président de ISUP, qui est le secrétaire permanent adjoint du Comité national anti-drogue. Je voudrais nommer M. Baum et je disais que la loi en question, c'est la loi de 1998 qui porte sur effectivement le contrôle des drogues au Togo. Peut-être, Madame la modératrice, en tant que également membre du comité national, vous pouvez donner beaucoup plus de précisions sur cette loi. Sinon, M. Baum, qui est, je dirais, la cheville ouvrière également du comité, pourra donner des détails sur la loi portant également sur portant le contrôle des drogues. Merci. Ok. Je pense que Monsieur Baum, je vais lui donner la parole parce qu'il y a... Je peux apporter une petite contribution. Je voulais vous donner... Oui, mais je voulais aussi vous ajouter une question. Comme vous êtes le président de ISUP, de montrer la relation, bien la collaboration qui existe entre ces coalitions et puis la stratégie de CDEJ par rapport au ministère de l'Affaires sociales. D'accord, très bien. Mais je voudrais aussi féliciter les présentateurs et Madame la modératrice et pour la qualité des différentes interventions et vraiment la richesse des informations partagées. Et donc, pour répondre au dernier intervenant sur la question de loi, effectivement, la loi du Togo, qui est la loi élaborée en 1998, c'est une loi qui, effectivement, réprimait la consommation de substances, des stupéfiants. Mais, actuellement, au Togo, compte tenu, le Togo suit les recommandations et les orientations internationales en matière de politique. Les consommateurs de drogue ne sont plus envoyés en prison. Nous avons des psychologues, nous avons des organisations de la société civile, où une fois que les forces de répression vont dans les ghettos pour les dissuader, quand on va les chercher, on les met à la disposition de ces psychologues, de ces structures qui les écoutent, qui interpellent les parents, discutent avec les parents pour voir dans quelle mesure on peut les aider. Donc, il y a beaucoup de ces jeunes-là qu'on réfère vers les structures de traitement, de prise en charge. Et parfois, c'est des jeunes qui ont de petits problèmes, par exemple, à la maison. Et donc, je crois qu'à l'intervention des psychologues permet déjà de régler des problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau du Togo, on met l'accent beaucoup sur tout ce qui est comme intervention précoce. C'est les jeunes qui viennent de commencer, qui ne sont pas encore à un stade très avancé de consommation. Donc, avec ces interventions, on arrive facilement à les récupérer. Et donc, c'est l'approche du Togo actuellement, bien que la loi qui existait réprime la consommation, les consommateurs ne sont plus envoyés en prison. Et donc, le Togo prévoit aussi réviser cette loi pour que vraiment ça soit conforme aussi à toutes les composantes des orientations actuelles. Merci. Et donc, je voudrais aussi répondre à la dernière question de Madame la modératrice sur la collaboration. Et donc, comme je le disais, le Comité national anti-drogue abrite actuellement ISUP Togo. Et donc, à ce titre, c'est un comité qui coordonne au niveau national, au plus haut niveau des structures de l'État, la lutte contre la drogue. Et à ce titre aussi, vraiment travaille avec tous les autres secteurs, les départements, donc le département de la santé, le département de la science sociale, mais également collabore à une très bonne collaboration avec le réseau des ONG. Donc, c'est à ce titre que nous n'avons pas de problème à travailler avec l'ensemble des acteurs et ISUP aussi qui est là présente, qui fait la promotion
des bonnes pratiques et le professionnalisme dans le domaine de la réduction de la demande de drogue ne fait que contribuer, appuyer aussi. Et tout ce que nous faisons, nous avons un grand respect pour l'éthique, le respect des droits humains. Et je crois que c'est aussi l'orientation au niveau gouvernemental que tout le monde y participe. Donc, c'est l'approche inclusive. On ne met personne de côté. Et donc, il y a les communes qui sont très bien sensibilisées et qui vraiment font un travail implacable dans les communautés pour qu'on puisse venir à bout de ce phénomène. Actuellement, le Togo a vraiment s'est réveillé sur la question de consommation de la jeunesse. Et donc, et comme vous le savez, il y a un comité actuellement de réflexion qui est piloté par les hauts responsables des structures et qui réfléchissent actuellement pour développer des stratégies appropriées et en se basant sur ce qui existe déjà pour pouvoir venir à bout de ce phénomène. Je vous remercie, Madame la modératrice. Et encore une fois, je voudrais dire un grand merci à iSUP Togo, à Olivia, à toute l'équipe technique, à Radolf, le coordonnateur Afrique, pour tout le support qu'ils nous apportent. Et vraiment, nous sommes très honorés et nous allons continuer par travailler à leur côté, apprendre à grandir en tant que communauté des professionnels en matière de réduction de la demande. Donc, je vous remercie. Merci, Monsieur Baum, mais je sais que le temps est contre nous, mais il y a une question de Monsieur Awali Sebou qui voudrait savoir, il me semble que la sensibilisation s'arrête uniquement à Lomé. Est-il possible vers l'intérieur aussi? Est-il possible vers l'intérieur aussi? Pourquoi ne pas aller vers les autres couches sociales comme les Z-man qui consomment du tramadol? Bon, à cette question, je pense que je peux moi-même répondre. Les sensibilisations continuent. C'est vrai que c'était plus intense à Lomé, mais actuellement, ça couvre toutes les régions du Togo. C'est vrai que le travail est immense. Les établissements sont nombreux. Donc, on a commencé. La semaine, il y a de cela une semaine, on était à Daban, dans la région de Karaï, dans la région des Savanes. On est en train de prévoir des sensibilisations. Au niveau des Aidman, il y a eu des activités qui ont été faites avec la Croix-Bleue, avec les ONG de la place Salomé, et puis on les a donné les inconvénients liés à la consommation de tramadol sur leur santé. Donc, il y a beaucoup de trucs qui se font. Peut-être que, bon, l'information ne passe pas sur les réseaux sociaux, mais sinon, le comité national travaille est à plein pied dedans, quoi. C'est très important. Merci. Je ne sais pas si je peux laisser Monsieur Baum conclure parce que le temps est presque fini. Les autres questions sont là, mais je ne sais pas comment on va faire. Si Madame Olivia peut nous donner encore 10 minutes, je ne sais pas si Monsieur Baum peut négocier ça pour nous. Je ne sais pas si je peux peut-être... Bon, je crois que nous avons 3 minutes. Il n'y a pas beaucoup de questions. Je crois qu'on peut les ramasser rapidement. Nous avons encore 3 minutes. Oui. Voilà, 2 minutes. Je crois que ça peut aller. Oui, je ne sais pas. En addition en addition à ce que vous venez de dire par rapport à la sensibilisation à l'intérieur du pays, il faut dire qu'à notre niveau, nous sommes en train de mener un plaidoyer auprès du 4K pour pouvoir étendre cette approche à l'intérieur du pays pour implanter des coalitions peut-être dans les chefs-lieux des régions, en commençant bien sûr par la région maritime, les plateaux, ainsi de suite. Donc, actuellement, un plaidoyer est en cours et dès qu'elles seront installées, ça permettra d'aller beaucoup plus dans les... Ok, Monsieur Sadat. Oui. Il y a une question à votre endroit. Quelles sont les approches 4K pour avoir formé une coalition avec 1, 2, 3 membres? Est-ce que c'est possible de former une coalition avec une, 2 ou 3 membres? Et pour la coalition? Oui, d'abord, je parlais... Est-ce que les coalitions sont au niveau communal? Donc, si vous pouvez répondre rapidement à ça avant que ça ne se coupe. Oui, d'abord, je disais que la coalition doit être composée des représentants venus de 12 secteurs. Donc, 2-3 personnes ne peuvent pas constituer une coalition. Donc, c'est ce que je peux répondre à cette question. Voilà. Il y a une deuxième question? Oui, c'est toujours pour vous, hein?
Dans les diagnostics communautaires, quelles sont les stratégies retenues? Ça vient de M. Gomba de Tchad. Pardon? Je n'ai pas bien suivi la question. Quels sont les diagnostics communautaires? Quelles sont les stratégies que vous retenez pour les diagnostics communautaires? Ah, je disais, je ne sais pas, ça va peut-être couper, à travers les différents types de drogues que nous avons retenus au cours du diagnostic, il y a un processus que nous suivons à travers l'élaboration du modèle logique en tenant compte du type du type de drogue, en définissant la cause liée à la consommation de la substance, la condition locale au niveau de la communauté, et à travers cela, on définit la stratégie affectée. Je prends l'exemple des sensibilisations, par exemple, ou bien de l'accès facile à la drogue, qui est une des... Monsieur Sadat, s'il vous plaît. Oui. Il ne dit pas une, deux personnes, il dit qu'il parle de 123 personnes. 123 personnes. Est-ce que ces 123 personnes peuvent constituer une communauté de coalition, quoi? Ah oui, effectivement, c'est comme des associations, quoi. Donc, chaque secteur doit être représenté, mais ça n'empêche quand même pas que d'autres viennent. Ce ne sont pas les 132 qui fonctionnent, mais comme les associations fonctionnent, il y a des membres, différents membres, quoi, actifs, fondateurs, sympathisants et autres. C'est tout ça là qui forme la coalition. Voilà. Ok. Merci. Je ne sais pas si on a encore du temps. Il y a une question qui était là. Voilà. D'abord, nous pouvons avoir... Un instant, je suis en train de lire les questions. On dit, j'aimerais avoir des données concrètes sur les changements découlant d'activités déjà mises en œuvre dans les structures et aussi les difficultés sociales rencontrées dans leur mise en œuvre. Je pense que c'est adressé à M. Sadat et M. Atoto. Oui, si M. Atoto peut répondre à ça. Oui, madame, s'il vous plaît, reprenez un peu la question. Quelqu'un peut répondre. Si nous pouvons avoir des données concrètes sur les changements découlant des activités déjà mises en œuvre. Oui, il y a de changements. Et aussi les difficultés rencontrées. Oui. Pour donner ça, quoi. Pour des changements, nous prenons par exemple le cas d'un jeune qui fuguait. Le jeune a abandonné la maison, il se retrouve dans un marché. Et donc, dans nos interventions, il a pu regagner sa famille. Donc, ça signifie qu'il y a eu un changement. Le jeune est revenu, il a repris son apprentissage. Et donc, il va bientôt finir son apprentissage pour être installé. Ça signifie que ce jeune a été sauvé de cette situation. Mais pour des difficultés, des défis sociaux, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, vu le temps, c'est pas si... Vous pouvez donner quelques exemples? Vous pouvez donner quelques exemples? Oui. Des difficultés rencontrées? Oui, les difficultés, je prends par exemple le cas où la famille n'est pas instruite. C'est-à-dire que le ménage n'a pas les vraies informations sur ces drogues, sur ces substances psychoactives. La famille n'a pas les vraies informations. Donc, ça, c'est des difficultés. Par exemple, l'analphabétisme, c'est également une difficulté. Donc, nous travaillons pour agir sur ces difficultés, informer, amener la famille à avoir les outils de communication avec les enfants et les jeunes. Ok, je vous remercie, M. Atoto. M. Sadat, vous avez quelques éléments pour compléter ou bien ajouter? En ce qui concerne cela, je pense que, comme je l'ai dit, au niveau des diagnostics communautaires, nous avons pu détecter les différents lieux de consommation des substances. Et ces lieux, comme vous le savez, généralement, les consommateurs, c'est dans des lieux malsains, ils vont pour se cacher et prendre leur dose. Donc,
une fois que ces zones ont été répertoriées, nous avons mené des actions concrètes pour pouvoir transformer ces zones. Je donne l'exemple juste pour ceux qui connaissent bien sûr Lomé. Lorsque vous passez au niveau du marché, du petit marché d'Agbalpédo, derrière, entre-temps, il y a des maisons abandonnées et généralement, c'est là-bas que les consommateurs se dirigent pour prendre leur dose. Et nous avons mené un plaidoyer, travaillé ensemble pour que ce lieu puisse être transformé. Aujourd'hui, si vous passez, on a déjà fait la rétention d'eau et autour de cette rétention d'eau, on est en train d'aménager un espace public pour permettre aux gens d'utilité pour servir d'utilité publique, quoi. Voilà. Ça ne se limite pas à là, mais comme le temps est consommé. Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des chiffres par rapport au nombre de personnes qui ont bénéficié, qui s'en sont sorties? Est-ce qu'il y a des chiffres? Oui, comme pour donner des chiffres. Au niveau d'Agbalpédo et au niveau des 2 coalitions pilotes, nous avons formé 118 personnes qui sont devenues des professionnels en matière de prévention et aujourd'hui, ils travaillent d'arrache-pied pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous sommes en train aussi de former d'autres qui vont bientôt, en juin, ils vont bénéficier, ils vont boucler 2 ans de formation et recevoir leur attestation pour pouvoir aller sur le terrain. Comprenez? Maintenant, en ce qui concerne nous avons également mené une étude qui nous a permis d'avoir une idée sur la problématique de l'usage dans les communautés pilotes. En ce qui concerne les difficultés, il faut reconnaître qu'il y a un souci d'appropriation de l'approche parce que c'est une approche qui est basée sur le volontariat. Nous savons comment fonctionnent les associations et autres. C'est vrai que la coalition est au-delà d'une association, mais nous savons quand il n'y a pas de motivation dans ce que l'on fait, vraiment c'est très difficile pour les acteurs de se donner. Donc, le premier ou bien la difficulté majeure que nous avons, c'est la non-appropriation de l'approche par les acteurs communaux. Et c'est l'un des grands défis que nous sommes en train de travailler pour pouvoir relever. Merci. Oui. Ok. Nous remercions tout le monde. Je pense qu'on va donner la parole à M. Boum, le président de ISUP, le secrétaire permanent adjoint du Comité national antidrogue. Pour conclure, pour ceux qui veulent adhérer à ISUP Togo, il faut contacter le comité national à travers M. Boum ou bien moi-même. Il y a nos collègues qui sont là. Et puis, il y a le site, quoi. On va vous donner le site, vous allez intégrer. Donc, M. Boum, vous avez la parole pour conclure la session. Merci beaucoup, Dr. Tchanda, pour la modération, la qualité de la modération. Et je voudrais encore une fois remercier les présentateurs et remercier également les hauts responsables du Comité national antidrogue pour nous avoir permis de pouvoir initier cette plateforme et de pouvoir aussi être connectés avec l'ensemble des professionnels du monde chargés de la réduction de la demande de drogue. Et donc, cela nous permet de pouvoir apprendre continuellement, de pouvoir grandir et de pouvoir aussi offrir à nos communautés, à nos professionnels, le savoir, la connaissance et le savoir-faire nécessaires afin que nos communautés, nos populations soient préservées des affres de la consommation de substances. Et donc, je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui nous ont suivis. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues du Togo, de la sous-région et puis de l'Afrique et ailleurs qui nous ont suivis et qui ont vraiment trouvé de grands intérêts par rapport à ce que nous avons partagé. Et donc, on les remercie. Et je crois que très prochainement, nous allons revenir avec aussi d'autres sujets et que nous allons partager avec eux. Je voudrais encore une fois remercier également toute l'équipe de ISUP Global pour le soutien technique et puis l'expertise dans le domaine de la mise en réseau des professionnels. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite ici au Togo un bon après-midi et puis ailleurs, bonjour peut-être pour certains. Donc, merci pour tout et à très bientôt. Merci. Merci, M. Boum. Merci beaucoup.
Madame Olivia. Bon, je pense que c'est fini. OK, merci beaucoup.